Donc nous reprenons pour la partie séminaire. Il m'avait semblé extrêmement important dans cette exploration des bibliothèques concrètes. Nous n'avons pas encore commencé, je m'en excuse, mais cette bibliothèque des étoiles nouvelles nous retarde un petit peu, mais rassurez-vous, nous arriverons aux vrais, aux autres, pas les vrais, mais les bibliothèques concrètes. Cette exploration donc, des bibliothèques concrètes, des bibliothèques mentales, n'aurait pas été complète si on ne posait pas la question des civilisations, des cultures, des types de traditions qui ne passent pas par le livre et qui passent par l'oralité pure. Je ne sais pas du reste s'il existe une oralité pure, mais nous le saurons tout à l'heure. Et c'est pourquoi il me semblait intéressant de faire intervenir dans le séminaire quelqu'un qui pourrait parler de cela, de son point de vue. Et c'est pourquoi je suis extrêmement heureux d'accueillir à cette table et dans ce séminaire Carole Boisdin, qui est maître de conférences en littérature comparée à l'université Paris-Nanterre et qui travaille à la fois sur les antiquités gréco-romaines, mais aussi sur la culture arabe et sur l'Europe moderne, et donc a cette vision comparatiste de différentes traditions qui, pour nous, est extrêmement utile. Et en particulier, Carole Boisdin a fait sa thèse de doctorat sur le conte, et le conte comme forme littéraire, en comparant en particulier Landor d'Apulée, donc ce roman, si on peut appeler ça un roman, ce roman en latin, et en comparant Landor avec Les Mille et Une Nuits, dans leur version ancienne, et puis dans leur reprise à l'époque d'Antoine Galland, autre professeur au Collège de France. Et donc j'ai demandé à Carole Boisdin de réfléchir à cette question de l'oralité par rapport aux Mille et Une Nuits, de la question des bibliothèques, de la question des recueils de contes. Voilà, je ne sais pas ce qu'elle va dire du reste, mais je suis extrêmement curieux de le savoir. Donc le titre de son intervention n'a pas changé, je crois. C'est les bibliothèques immatérielles du conte, l'exemple des Mille et Une Nuits. Merci William. J'ai l'impression qu'on m'entend bien, donc si ce n'est pas le cas, faites-moi signe. Merci beaucoup William pour cette invitation qui m'honore évidemment. Merci aussi au passage à Andréi pour son aimable accueil. Je n'ai effectivement pas changé de titre, peut-être j'aurais dû, on verra. Me voici en tout cas embarquée dans une réflexion très générale qui risque peut-être de ne pas tenir toutes ses ambitions. Alors entendons-nous d'emblée, je me propose dans le cadre de cette conférence d'évoquer quelques problèmes méthodologiques propre à la littérature comparée, à propos d'un objet devenu un grand classique, Les Mille et Une Nuits, alors même que ce statut d'œuvre classique ne va en fait pas de soi. Tout d'abord parce que ce statut d'œuvre classique pose la question de l'identité et du statut de cette œuvre. Est-elle même une œuvre littéraire ? Fait-elle partie de la littérature ? En quel sens ? Que veut dire, par exemple, sur la page Wikipédia, sa définition en tant que recueil anonyme de contes populaires? Vous voyez, on est à deux extrêmes qui semblent opposés là. Est-ce qu'elle est une œuvre? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt un ensemble d'œuvres? Donc ça, c'est le premier série de problèmes. Et deuxième série de problèmes, c'est que cette dimension classique est débattue, elle est parfois condamnée par des autorités religieuses notamment, entre autres, et qu'elle est le produit d'une histoire complexe prise dans des espaces géographiques multiples. Enfin, parce que ce statut de classique interroge avec lui toute une série de catégories d'analyse littéraire qui s'en trouvent parfois affectées. Faut-il tenir Les Mille et Une Nuits pour une œuvre exemplaire de la littérature arabe, d'une littérature orientale en général? Faut-il en faire plutôt un recueil de contes, parmi d'autres, avec aussi ceux d'Apulée, de Perrault, des Grimm, ou alors avec ceux des ethnologues folkloristes? On a en fait des régimes de contes qui sont, vous voyez, assez différents.
Qu'en est-il finalement de cette oralité que tu évoquais tout à l'heure, William, à laquelle semble renvoyer aussi de façon très évidente la figure de la conteuse Scheherazade, qui donne à l'œuvre son titre et sa forme. Je vous rappelle très rapidement que Scheherazade raconte des histoires à un sultan qui est fâché contre les femmes parce qu'il s'est fait tromper par son épouse et qui a décidé de prendre chaque soir une nouvelle femme et de l'exécuter au matin. Donc elle, pour contrer ce dispositif-là, elle commence à raconter une histoire avec la complicité de sa sœur et elle s'interrompt au bon moment, juste au moment où le soleil se lève et où le sultan doit aller vaquer à ses occupations. Comme ça, curieux de savoir la suite, il se dit « je ne vais pas la tuer tout de suite ». Et ça se prolonge comme ça, de nuit en nuit, légendairement pendant 1001 nuits. Alors, l'idée de parler de cette histoire des 1001 nuits à l'aide de la métaphore de la bibliothèque pourrait être une façon, peut-être un peu inattendue, mais une façon en tout cas d'exposer certains de ces problèmes. Alors, si on peut parler donc de bibliothèque des 1001 nuits, peut-être, plutôt que de livres ou de recueils, pour insister d'abord sur la multitude de ces variantes, même si celles-ci ne sont pas que livresques. Les spécialistes des 1001 nuits parlent de phénomènes des 1001 nuits qui recoupent des films, des livres, des illustrations, des pièces de théâtre, des opéras, des symphonies, etc. Ou de nébuleuses au sens physique de la science physique du terme. Cependant, il est remarquable que cet ensemble multiforme des 1001 nuits se rattache au moins autant à la figure du livre qu'à celui de la parole de Scheherazade. Elles sont sans discontinuité référées à des livres, à des bibliothèques réelles ou idéales dans lesquelles elles occupent une place instable et dévorante. Du moins, cette figure de la bibliothèque nous permettra-t-elle de voir problématiser les grilles d'analyse de l'oral et de l'écrit, qui sont de toute façon très mêlées dans le cas de la littérature arabe et d'une grande part de la littérature en général dans l'histoire, comme vous vous en doutez. Donc en fait, ce n'est pas du tout une forme d'oralité pure, ni dans la culture arabe, qui est la culture du livre, la religion du livre, etc., ni en tout cas au sens strict pour ce qui concerne les 1001 nuits. Alors, on peut aussi parler d'une bibliothèque, bien sûr, mondiale des nuits, dès les origines et jusqu'à nos jours, puisque les 1001 nuits sont sans doute le produit de traditions de différentes natures et origines, indiennes, persanes notamment, mais pas seulement, et elles ont surtout donné lieu à des productions elles-mêmes multiples. Donc on peut parler d'une bibliothèque culturelle, intertextuelle aussi des nuits, curieusement, dans la mesure où s'y donne à voir des références à d'autres livres, alors de manière concertée, ou dans l'expérience de réception. On peut voir des références à d'autres livres dans les textes, dans les textes des 1001 nuits arabes, mais aussi dans les traductions, les adaptations, etc., mais aussi on peut en percevoir dans des expériences de réception, des expériences de lecteurs, mais aussi d'auditeurs ou de spectateurs, dont il est possible de dégager quelques grandes tendances. J'ai l'impression qu'il y a un effet d'écho d'un seul coup. Ça va, ça reste audible ? J'ai pas... D'accord. Donc l'ampleur de ce chantier d'études, évidemment, là je vous décris un phénomène qui est vraiment très important, ne me permettra pas de tout envisager aujourd'hui, évidemment. Aussi m'en tiendrai-je à une série d'observations sur la place qu'occupent les 1001 nuits dans la littérature et sur la façon dont elles fonctionnent comme bibliothèque et dont elles représentent aussi des bibliothèques. À l'intérieur des récits, on a des bibliothèques qui sont présentes et on va essayer d'en dire un mot. Alors, je ne vais pas annoncer mon plan maintenant. Comme chez Scheherazade, j'ai besoin de créer un petit peu de suspense pour que vous ne me coupiez pas la tête tout de suite. Je vais commencer donc par un premier temps de mon analyse qui étudie très rapidement le statut de classique des bibliothèques de ces 1001 nuits, un classique au statut problématique. Alors, dans les rayons de la Bibliothèque mondiale de la littérature, aussi bien donc dans les meilleures ventes en librairie, dans le palmarès des traductions, dans les apparitions scolaires et académiques, les 1001 nuits sont une sorte de tête de gondole, et de loin, de ce que l'on nomme la littérature arabe, voire de l'ensemble de la littérature orientale. Alors, bon, pour le dépaysement qu'on m'a commandé, je vous ai mis comme ça une petite mosaïque de livres que je ne vais évidemment pas tout commenter, mais vous voyez là des traductions, des éditions en arabe. Vous voyez aussi dans le coin droit, en bas à droite, un numéro très récent de la revue Europe qui est consacré aux 1001 nuits, à laquelle a participé notamment Evangelia Stead que vous avez entendu il y a quelques semaines et dont je vous recommande la lecture. Donc cette notoriété est parfois décriée, en fait, pour différentes raisons, des raisons morales, religieuses, j'y faisais allusion tout à l'heure, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui, décriée aussi surtout par les écrivains eux-mêmes pour l'ombre portée qu'elles projettent sur la production littéraire proche et moyenne orientale, qu'elle semble figée dans une atmosphère médiévale, naïve, sensuelle, qui caricaturerait un peu de façon proto-orientaliste en quelque sorte la culture et la littérature arabe et orientale en général.
Cette gloire est essentiellement le produit d'un moment clé, bien connu, bien étudié, la publication de la traduction entreprise à partir de 1704 de cette œuvre par Antoine Galland. Donc Antoine Galland, un orientaliste, spécialiste au départ de l'Antiquité et puis des langues parabibliques, disons, qui connaît aussi l'arabe et le turc, entre autres compétences linguistiques, et qui, pour se remettre un petit peu de ses travaux savants, tombe sur un manuscrit qu'il décide de traduire pour un public un peu plus large. Et c'est un succès phénoménal. Ça lui a valu d'ailleurs ce que ne lui avait pas encore valu ses travaux scientifiques, une chaire ici, en tant que lecteur d'arabe, enfin de professeur d'arabe au collège qui s'appelait à l'époque le Collège Royal, en 1709. Et depuis cette traduction, donc vous voyez, on a une édition là en 1840 où... c'est chic ce truc, figure ici, en tête de cette espèce d'illustration frontispice, Antoine Galland, qui est au-dessus de Scheherazade et de Schahriar dans la situation d'énonciation principale de l'histoire. Alors, donc depuis cette traduction, on a appris en Europe, puis dans l'ensemble du monde, qui n'était pas le monde oriental des textes d'origine, le statut complexe de cette œuvre, dont je vous rappelle que les premières traces manuscrites remontent pour ce qui concerne l'histoire, la moitié du IXe siècle après Jésus-Christ. Vous en avez une petite illustration là. Cette œuvre aussi qui tirerait ses origines de traditions donc indiennes, persanes, grecques, si ce n'est davantage, pour ce qui concerne les origines géographiques et sa dimension interculturelle. On sait aussi donc que cette œuvre rassemble des contes merveilleux, mais aussi des poèmes, au nombre et au contenu assez variables, selon les versions, dans un récit cadre ingénieux et pittoresque, je l'ai rappelé tout à l'heure, ressemblant à une intrigue du sérail, même si elle n'a pas toujours de conclusion dans toutes les variantes des Mille et Une Nuits, voire parfois elle n'apparaît pratiquement pas. On a notamment cette version-là. C'est une version, c'est un manuscrit qui est en fait une sorte de version dérivée des Mille et Une Nuits, arabisée encore plus, où il est fait allusion à Scheherazade, sa sœur et au sultan, mais on ne prend pas la peine de raconter toute l'histoire. Donc on voit que la forme des Mille et Une Nuits comme livre peut varier dans son contenu aussi. Alors, je vous ai mis quelques repères bibliographiques que je ne prendrai pas le temps de commenter, mais il y a vraiment une bibliographie maintenant très abondante sur les Mille et Une Nuits. Qui indique que sous le charme de ce recueil ancestral, où se déploie une imagination sans limite et qui propose un modèle d'expansion assez génial des récits, s'est déployée la bibliothèque infinie des amoureux de Scheherazade, pour reprendre l'expression que vous avez dans la dernière occurrence bibliographique, là, c'est-à-dire des lecteurs émules, des écrivains qui ont à leur tour tenté l'aventure des Mille et Une Nuits, qu'Abdel Fattah Kilito requalifia naguère d'assassin. Alors, amoureux ou assassin, on voit aussi apparaître là quelque chose d'assez étrange dans la réception et la recréation des Mille et Une Nuits à l'époque moderne. En effet, on voit apparaître dans cette réception créatrice une double dynamique de fascination. Alors, tout d'abord, le recueil doit absolument comporter Mille et Une Nuits. Ça ne va pas, les traducteurs et les adaptateurs ont été surpris, puis ensuite stimulés par l'incomplétude des manuscrits. Très souvent, il n'y a pas Mille et Une Nuits dans les manuscrits, il n'y en a pratiquement aucun qui comporte ce nombre, en tout cas avant la traduction par Antoine Galland. Et cela a créé donc chez certains écrivains et certains adaptateurs, critiques, artistes, une volonté de compléter le cycle, que l'œuvre soit vraiment conclue et close. Alors, on pourrait commenter ça en disant que ces auteurs-là prolongent en quelque sorte le supplice de Scheherazade et son manque de sommeil chronique. La pauvre, elle doit raconter toutes les nuits, puis on ne sait pas quand elle se repose. Et en gros, on a une dynamique là, de bibliothèque qui va vouloir, en quelque sorte, clore l'œuvre, la terminer. On a une autre fascination, un peu complémentaire, qui se laisse dessiner. Une fascination, au contraire, pour la fécondité de ce dispositif énonciatif, qui laisse sur sa fin et qui pourrait être encore enrichi. Se manifeste alors souvent la volonté que ça ne s'achève pas ou que ça la reprenne, même une fois Scheherazade graciée, même une fois que le sultan ne la menace plus de mort, on la fait continuer à parler, ou bien on donne une suite à ses histoires. Soit on l'assassine, c'est pour ça que Abdel Fattah Kilito faisait cette remarque, ou alors on la remet en danger, par exemple Scheherazade, elle doit quand même encore raconter, ou alors on va passer le relais en fait, en inventant par exemple d'autres dispositifs, mais des dispositifs voisins, cousins. C'est notamment ce qui explique la mode du conte oriental au XVIIIe siècle. Alors, je vous ai mis toute une série, là, vous voyez, c'est très abondant dans un siècle
Je vous rappelle que la date de la traduction des Mille et une nuits, ça commence en 1704, ça se prolonge jusqu'en 1717, 2 ans après la mort de Galland. Or, dès 1712, vous avez d'autres titres, alors qui sont parfois des titres, des traductions de textes orientaux authentiques, tantôt des pures inventions, mais vous voyez là, c'est pas évident de le savoir à la seule lecture des titres. Vous avez des 1001 jours, puis des 1001 quarts d'heure, des 1001 faveurs. Vous avez même des 1001 fadaises, 1001 soirées plus tard, 1001 heures, 11 journées par la suite. On voit des variantes encore, mais il s'agit là d'une traduction posthume de Galland, donc vous voyez, on fait encore une espèce d'épigone là. Et puis vous voyez aussi dans cette liste des continuations des 1001 nuits et d'autres éléments. Alors, je mentionne simplement au passage, en 1700, est-ce que je l'ai bien mis dans la liste? Oui, voilà. En 1740, c'est la 5e occurrence dans la liste, les 1001 faveurs, contes de cour tirés de l'ancien gaulois. En fait, ce ne sont pas des contes gaulois à la manière des 1001 nuits. De quoi il s'agit, en fait? C'est l'Heptaméron de Marguerite de Navarre, qui est réédité sous le titre des 1001 faveurs. Donc vous voyez là, cette mode du conte à l'oriental et des 1001 va venir en quelque sorte quantifier, je ne sais pas comment dire, tout un matériau qui était déjà lui-même dans une relation complexe entre l'écrit et l'oral, mais vous voyez, toute la littérature occidentale antérieure va être même revisitée à cette lumière-là. Alors, cela aboutit à la création d'une bibliothèque ouverte, cette fois, un peu étrange, où une prétendue oralité, souvent, est en fait tirée de sources écrites et de réminiscences érudites, le plus souvent, mais souvent associée à une même compétence de lecteur, une même association à l'univers oriental et à ses savoirs, tels que les lecteurs du temps se la représentent. C'est associé aussi très souvent à des dispositifs énonciatifs qui mettent en scène une sorte de conversation orale entre les gens qui racontent l'histoire et des gens qui les écoutent. Donc une bibliothèque qui se fantasme comme une sorte de salon universel, si on veut. Ça va intégrer d'ailleurs, les 1001 nuits vont intégrer une collection qui s'appelle le Cabinet des Fées dans les années 1780. Enfin, plutôt en réalité, mais de façon définitive dans une version des années 1780. Alors, c'est cette mode qui est d'ailleurs moquée par Antoine Hamilton dès avant la fin de la publication des 1001 nuits de Galland, au début de son œuvre qui s'appelle Les Quatre Facardins, qui décrit comment ensuite vinrent de Syrie, volume de contes sans fin, où l'on avait mis à dessin l'orientale allégorie, les énigmes et le génie du talmudiste et du rabbin. Donc vous voyez là, ça montre bien aussi cette multiplicité orientale que vient finalement incarner les 1001 nuits. Et ce bon goût de leur patrie qui, loin de se perdre en chemin, parut, sortant de chez Barbin, donc Barbin c'est le nom d'un libraire spécialiste dans l'édition de livres, en particulier de contes de fées et de récits de voyage aussi, plus arabe qu'en Arabie. Donc vous voyez là, il se moque un petit peu de cette mode, de cette ouverture qui commence à partir de cette nouvelle source que constituent les 1001 nuits. Alors, ce phénomène par lequel les 1001 nuits, plus qu'une œuvre ouverte à différentes interprétations, génère toute une bibliothèque, elle-même ouverte et évolutive selon les types de ressaisie, permet de comprendre pourquoi le même Abdel Fattah Kilito, à qui je faisais allusion tout à l'heure, un auteur marocain, met en scène dans une œuvre qui s'intitule « Dites-moi le songe » en 2010, une conférence fictive sur les 1001 nuits. Donc, moi, c'est amusant quand je suis tombée là-dessus. C'est grâce à Evangelia, d'ailleurs, que je me suis souvenue de ce texte, parce qu'elle y fait allusion, je crois, dans l'article de la revue Europe. Alors, dans cette conférence, un thésard se met son auditoire arabe à dos, en rappelant que c'est Antoine Galland qui a donné aux 1001 nuits leur statut de chef-d'œuvre. Il dit, avant, ce n'était pas un chef-d'œuvre, ce n'était pas très connu, et c'est Antoine Galland qui l'a sorti de l'obscurité et qui l'a fait devenir un best-seller. Donc, ce n'est pas un arabe, et ça fait évidemment scandale auprès de son public. Mais il est bientôt sauvé des foudres de son auditoire par un membre de l'assistance qui précise que c'est aussi ainsi que les 1001 nuits sont à l'origine de toute la littérature moderne, y compris occidentale, bien sûr. Donc, les Arabes seraient à l'origine de la littérature moderne. Alors, vous voyez ce genre de discours assez amusant nous amène à réfléchir. En effet, qu'il est force de constater combien les 1001 nuits sont présentes comme modèle ou comme repoussoir à la source de nombreux chefs-d'œuvre modernes, de Balzac à Proust jusqu'à Claude Simon, Naguib Mahfouz, Saramago ou Orhan Pamuk pour la littérature turque. Les 1001 nuits ont aussi servi de modèle pour toute l'émergence du roman moderne dans plusieurs traditions nationales. La bibliothèque, donc toujours incomplète des 1001 nuits, est-elle paradoxalement à comprendre comme une sorte de vampire de la bibliothèque occidentale, pour parodier un peu une image qu'utilisait Florence Dupont et à laquelle je crois tu as fait allusion dans une de tes leçons antérieures.
Alors, d'ailleurs, il ne s'agit pas uniquement de la littérature mondiale écrite. Les Mille et une Nuits servent aussi d'étalons de référence pour penser le patrimoine culturel et immatériel de l'humanité, tel qu'il est défini par l'UNESCO. On a 2 exemples de ça. Quand il s'agit d'abord de définir un patrimoine culturel et immatériel à protéger par l'UNESCO, on les a utilisés, ces Mille et une Nuits, pour définir les, je cite, Mille et une Nuits de la place Jemaa el-Fna, cette fameuse place peuplée par des petits commerçants, des conteurs, des charmeurs de serpents, etc., à Marrakech. Ça a été repris notamment dans le titre d'un article de Juan Goytisolo en 2010. Et à cette occasion-là, cet auteur nous dit « La caution de l'UNESCO incite de nombreuses personnes à porter un regard neuf sur certains phénomènes culturels. Il est important de comprendre que la disparition d'un seul Halaiki, un de ces conteurs de la place Jemaa el-Fna, est beaucoup plus grave pour l'humanité que la mort de 200 auteurs de best-sellers. » Donc, il fait ressurgir ici un vieux cliché, un vieillard qui meurt, c'est 1000 bibliothèques qui brûlent. Mais le problème aussi qui peut être soulevé par ce type de référence, c'est que ce projet, où se mêlait sauvegarde architecturale et préservation de pratiques socioculturelles vivantes, a tendance à muséifier, à rendre pittoresques des pratiques selon des représentations qui sont finalement livresques, pour ne pas dire aussi orientalistes. Donc on touche là au paradoxe de ce patrimoine culturel à ses débuts qui, pris par les notions de merveille du monde, puis le modèle des chefs-d'œuvre de l'humanité, puis des œuvres représentatives, comme la bibliothèque dans un sens trop muséal, le patrimoine peut s'avérer un piège pour des pratiques qui s'y trouvent englobées. Pour ce qui concerne l'appartenance des Mille et une Nuits elle-même à ce patrimoine mondial, je noterai aussi sans insister qu'en 2004, c'est sur une proposition de la France et de l'Allemagne que l'UNESCO, encore elle, s'est associée à la célébration du tricentenaire de la traduction par Antoine Galland des Mille et une Nuits. Donc on n'a pas célébré encore par l'UNESCO les Mille et une Nuits en elles-mêmes, c'est la traduction par Antoine Galland des Mille et une Nuits qui a été célébrée. Bon, c'était l'occasion aussi. Et la déclaration du directeur général dans les documents de la session du comité exécutif qui l'a décidé en 2003 disait que la traduction d'Antoine Galland des Mille et une Nuits constitue la première traduction à partir de l'arabe et du turc. La traduction de Galland a été rééditée à de nombreuses reprises et elle a également été la base des traductions dans plusieurs langues européennes. Elle a constitué et constitue encore un apport majeur aux échanges interculturels. Donc c'est assez intéressant. Alors, c'est très juste que cette traduction a apporté des choses dans les échanges interculturels, mais là-dedans, les Mille et une Nuits en tant que telles sont un peu sont placés dans un rapport un petit peu problématique. Mais alors, pour en revenir à nos objets littéraires au sens plus restreint, n'y a-t-il pas un paradoxe à ce qu'une littérature au sens livresque, cette littérature moderne, mondiale, se façonne largement au regard d'une œuvre supposément composée à partir de contes oraux. Alors, certes, on peut y voir un avatar de la nostalgie générale des écrivains modernes pour un rapport plus immédiat à la narration. Il s'agirait alors d'une oralité assez fantasmée, un peu comme la Merlois de Perrault orne ces contes de fées, ou la façon dont les fragments d'épopées comme l'Odyssée viennent hanter régulièrement le roman européen. Surtout, n'y a-t-il pas non plus une forme de violence à ériger en modèle aussi canonique une œuvre, certes vivante dans le domaine arabe au moins depuis le IXe siècle, comme je disais tout à l'heure, mais dont précisément la place dans les bibliothèques arabes a pu être indésirable. Alors, c'est ce que je vais évoquer maintenant assez rapidement. Les Mille et une Nuits, donc, dans la bibliothèque arabe. Alors, du point de vue matériel, les manuscrits des Mille et une Nuits sont proches des dispositifs des manuscrits de la littérature classique arabe, comme l'a montré en particulier Ibrahim Akel, dispose de basmala, d'un mélange de prose rythmée et rimée, de poèmes. Mais d'une part, elles sont sans auteur ni transmetteur. Les marques de lecture qu'on a, contrairement aux manuscrits de la littérature classique, ne mentionnent pas d'autorisation à répéter, à réciter, à garantir la continuité du texte. C'est uniquement des marques de lecture. On n'a pas d'autorisation à recopier. D'autre part, elle comporte aussi une langue beaucoup moins stylisée et relève de ce qu'on a appelé littérature moyenne, appréciée des marchands et destinée plutôt à des pratiques de lecture très oralisées, encore plus que la littérature orale, A-U-R-A-L-E, c'est-à-dire de bouche à oreille. Oral, ça vient cette fois-ci non plus de la bouche mais de l'oralité, c'est un terme anthropologique, qui est programmé par la littérature arabe classique en général. Ce statut particulier donc, est confirmé par la façon dont certains lettrés classent cette œuvre dans leur bibliothèque. Alors, je vous montre un de ces jugements. On va partir donc de Ibn al-Nadim, un lettré de l'époque classique, qui répertorie les Mille et une Nuits dans le catalogue des livres accessibles à son époque.
Alors, je lis rapidement certains passages de ce texte avec vous. Les premiers à composer des récits extraordinaires, à les mettre en forme de livres, à les garder dans des bibliothèques, je reviendrai sur ce terme de bibliothèque, en y faisant parfois parler les animaux, furent les anciens Perses. Et les souverains arsacides, qui sont la 3e dynastie des rois de Perse, furent pris de passion pour eux, le mouvement s'accrut et s'intensifia avec les Sassanides. Puis les Arabes les traduisirent dans la langue arabe, et les maîtres du bien-dire et de l'éloquence les reçurent à leur tour, les polirent, les enjolivèrent et composèrent sur ce modèle des œuvres semblables. Pardon, je croyais qu'on m'interrompait. Le premier livre fait sur ce modèle fut le Hezar Afsane, ce qui veut dire 1000 récits extraordinaires. Alors, il ne prend pas la peine ici de préciser qu'il est connu donc, dans les versions arabes qu'il évoquait au paragraphe précédent. Sous le titre des 1001 nuits, il y a d'autres lettrés qui font cette association immédiatement. Alors ensuite, il raconte l'histoire de Scheherazade, qui donne le prétexte du rassemblement. Ce qui m'intéresse, là, c'est d'en venir à la fin de ce que j'ai mis en deuxième paragraphe, au début du 3e paragraphe. La vérité, si Dieu accepte qu'il en soit ainsi, est que le premier qui tint des séances nocturnes, c'est-à-dire qui fit du samar, des histoires de veiller la nuit, donc vous voyez, on passe de livres, là, des Persans qui sont pleins de bibliothèques, etc., qui les ont passés aux Arabes qui ont fait eux-mêmes des livres. L'occasion, le prétexte de cette histoire, c'est l'histoire de Scheherazade, et on en vient à parler d'histoire de veillée. C'est la catégorie en fait, dans laquelle les 1001 nuits apparaissent dans ce catalogue. Il y a un chapitre, les histoires de veillée de Samar. Donc, la vérité, donc, c'est que le premier qui tint des séances nocturnes, des histoires de veillée la nuit, fut Alexandre, Alexandre le Grand. Il avait des gens qui l'amusaient et lui racontaient des histoires extraordinaires, mais ce n'était pas pour le plaisir, mais pour se protéger et pour se garder. C'est ainsi qu'après lui, les rois en usèrent avec le Hezar Afsane. Donc, il est le premier à avoir tenu des séances nocturnes, des conversations, mais après lui, on a fait la même chose avec le Hezar Afsane, c'est-à-dire que cet ouvrage persan est en lien avec ces conversations nocturnes. Celui-ci contient 1000 nuits, mais moins de 200 histoires de veillée, parce qu'une histoire de veillée, on peut la raconter pendant plusieurs nuits. Voilà. Évidemment, c'est le but du jeu, pour ce qui concerne Scheherazade, qu'elle tienne pendant plusieurs nuits. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'en voir une copie complète, donc c'est suffisamment rare pour qu'ils prennent la peine de noter ici, une copie complète. À la vérité, c'est un livre indigent et qui raconte assez froidement. Donc vous voyez, les 1001 nuits comme son ancêtre persan, c'est un livre rare dans les bibliothèques, qui est considéré par lui comme étant indigent, froid. Il précise donc tout cela. Il semble devoir en parler, pas tellement en tant que livre de sa bibliothèque. Ce livre semble peu apprécié dans les bibliothèques, en tout cas les bibliothèques savantes auxquelles il fait allusion, mais en tant que fantôme, une forme résiduelle d'une œuvre persane issue de la bibliothèque des Persans et d'Alexandre le Grand, et qui a une sorte de rôle de première fois dans la généalogie de ces histoires de veillée. Il ne dit rien d'un genre littéraire du conte, en fait, au sens moderne du terme, mais il nous indique quand même des traces de pratiques anciennes du livre. Alexandre, comme d'autres après lui, font un usage de ce livre dans les veillées. Ce type de livre est pour lui peu digne de la littérature sérieuse, ce qu'on appelle en arabe l'adab. Il précise d'ailleurs plus loin qu'à contrario, un lettré arabe a essayé de composer un livre de 1001 histoires de veillée. 1001 samar. Donc vous voyez, pour lui, les 1001 nuits, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas un bon livre. Ce qui est mieux, c'est cette tentative là encore tout à fait fantôme, d'un lettré qui aurait essayé de faire 1001 histoires de veillée, suggérant ainsi que le problème des 1001 nuits, c'est sa prolifération désorganisée, sans auteur, ce qui la rend pour lui assez difficilement lisible. Alors, plusieurs commentaires rapprochent les 1001 nuits d'auteurs comme Ibn al-Muqaffa, l'auteur et traducteur de Kalila et Dimna, que vous connaissez peut-être, un fameux recueil de fables, qui est une des sources de La Fontaine, faisant partie donc d'une collection de grandes œuvres traduites et adaptées en arabe depuis le persan et indirectement aussi du grec et de l'indien. Ces traductions, ce grand mouvement de traduction a été produit notamment sous l'impulsion des califes abbassides, donc une dynastie émergeant à la moitié du 8e siècle après Jésus-Christ, qui ont fondé, ça c'est quelque chose qu'on peut dire typiquement arabe d'une certaine façon, même si c'est héritier de pratiques antérieures, ils ont fondé un type de bibliothèque, dont le paradigme est le fameux Bayt al-Hikma, la maison de la sagesse de Bagdad, qui était à la fois un conservatoire du patrimoine des anciens, comme une bibliothèque quelconque, mais aussi des maisons de traduction en atelier, notamment de livres hellénistiques et persans. Il y a une certaine continuité entre ces deux choses-là.
Alors, de grands érudits comme Schlegel ont dénoncé ces bibliothèques comme des lieux de mise à mort, les Arabes étant censés avoir détruit les œuvres une fois qu'ils les avaient traduites. Bon, ce type de bibliothèque avait souvent été fascinant, mais aussi très caricaturé dans les descriptions qu'on a pu en faire. On voit ici, en fait, une nouvelle image de vampirisme. Ces Mille et Nuits seraient décidément l'histoire d'un peuple vampire qui détruit les livres une fois qu'il les a traduits, scandale, etc. Or, ça dénote surtout une absence de perspective concernant les pratiques d'archivage et de traduction qui reposaient sur la mémoire des transmetteurs, au moins autant que sur la fidélité et la conservation des textes écrits. Alors, sans entrer dans ce débat, il me semble que de toute façon, cette origine traductive des Mille et une nuits, comme l'association avec Alexandre le Grand, fait partie de l'archéologie mythique d'un type de littérature qui rattache les Mille et une nuits dans une espèce de représentation de soi. On a d'un côté le persan, qui se réputait être fou de bibliothèque et héritier d'Alexandre, agit dans l'islam classique comme une espèce d'altérité incluse, un peu comme les Romains se référaient à la Grèce de façon largement mythique. Ça donne des connotations charmantes aux Mille et une nuits de venir de Perse, et alors même que la Perse est depuis longtemps subjuguée politiquement par l'islam. Alors, traduite ou non dans ce contexte, force est de constater que de l'intérieur des Mille et une nuits, cette fois, celle-ci représente à plusieurs reprises leur constitution en tant que livre, cette fois-ci en tant que livre d'archives précieux, à destination d'un autre type un peu connexe de bibliothèque, à savoir des cabinets des souverains, ces fameuses khaza'in que vous avez dans le texte au début, là, des types de bibliothèques à la persane, où tel ou tel calife, dans les histoires des Mille et une nuits, commande à la fin d'une histoire à des scribes de recopier l'histoire qu'il vient d'entendre, de la mettre dans sa bibliothèque, c'est super précieux, on va l'orner avec des lettres d'or, etc. Afin de les conserver et d'en faire un symbole du pouvoir de leur propriétaire, c'est-à-dire du calife qui les a mis dans ses bibliothèques. Alors, cette circulation représentée dans les contes des Mille et une nuits, d'une origine orale qui passerait à une transcription dans les bibliothèques, semble correspondre de loin à un proto-archivage qui serait comparable à celui que les Grimm prétendront accomplir avec les histoires merveilleuses des peuples. Pourtant, il s'agit bien là d'un archivage politique. Les histoires racontées concourant surtout à faire grossir par le poids des livres et la diversité qu'ils contiennent, la gloire des souverains, en s'accumulant dans la bibliothèque comme autant de preuves précieuses et bien matérielles de ce prestige. Il n'est pas question, évidemment, pour Haroun al-Rachid dans Les Mille et une nuits ou d'autres, de consigner les traces d'un génie naturel de la narration, de chercher un Volksgeist, comme le feront les Grimm. Les Mille et une nuits font plutôt référence aux bibliothèques sur un mode symbolique. C'est un moyen de représenter le fonctionnement des Mille et une nuits en tant que livre. En effet, le but de ces bibliothèques est de rassembler des raretés plutôt que des leçons de sagesse ou des leçons de morale. Elles mettent en valeur, donc, ces bibliothèques, khaza'in, leur contenu pour qu'il soit admirable ou surprenant. C'est ajib et gharib en arabe, qui dit quelque chose sans doute, s'il y a des arabisants parmi vous, sur justement des adjectifs qui reviennent en permanence dans ce type de littérature. Or, les Mille et une nuits soulignent de façon récurrente l'étonnement que les récits provoquent sur les auditeurs. Et rappelons que cet effet d'étonnement, de suspense, est indispensable pour que Scheherazade ait la vie sauve. Donc on voit que, comme les curiosités de la khizana, de la bibliothèque à la persane, les histoires des Mille et une nuits se représentent comme des merveilles du monde, rassemblées sur le mode de la collection dans un livre. Et ce dispositif peut servir à mettre dans les Mille et une nuits des récits de toutes origines et de nature très variées. Mais dans ces bibliothèques du prince, ces livres sont-ils destinés à être lus, voire à conseiller le prince ? Il semble que les Mille et une nuits collent de l'intérieur, si vous me passez cette expression, avec leurs origines décrites ici par Ibn al-Nadim. Quelles sont donc ces pratiques du livre qui seraient oralisées pendant les veillées ? Est-ce que les Mille et une nuits peuvent aussi servir à autre chose qu'à être entassées dans les bibliothèques du prince pour faire de la richesse, pour faire bien, pour faire chic ? Est-ce qu'elles ont été utilisées dans des pratiques de veillée ? Qu'est-ce qu'on en sait ? Alors, difficile évidemment de savoir exactement leurs usages, mais la question est éclairante pour ce qui concerne le recueil. Nous en savons d'abord ce que le récit principal d'abord nous en dit. En effet, Scheherazade, tire tout son savoir de la bibliothèque. Alors, c'est maintenant une série de remarques que je fais sur ces choses-là. Alors, dans une édition de 1835 de Boulaq, qui a été reprise dans une autre édition par la suite, qui est une édition qui valorise le côté très classique des Mille et une nuits, qui essaye de la faire coller à cette littérature classique dont je parlais tout à l'heure. Le portrait de Scheherazade insiste sur cette origine livresque et sur sa bibliothèque qui serait à l'origine de son savoir.
L'aînée s'appelait Scheherazade, elle avait parcouru bien des livres, Annales, Vie des rois anciens, Histoire des peuples passés, Ouvrages de médecine, vous voyez, elle a tout lu. On dit que dans d'autres versions manuscrites un peu moins classiques, on va au contraire ajouter encore plus d'autres types de livres. Elle a lu aussi des livres de théologie, elle a lu des livres de différentes natures. Là, je pense que l'auteur de cette version imprimée de Boulaq a voulu aussi supprimer la dimension religieuse, on ne sait jamais, ça aurait pu causer des problèmes. Alors, on dit, c'est ça qui m'intéresse évidemment tout de suite, c'est la multiplicité et la diversité de ses ouvrages qu'elle avait lus, et on dit aussi qu'elle avait réuni 1000 livres touchant à ces peuples, aux rois de l'Antiquité et à leurs poètes. Donc elle-même serait une sorte de collectionneuse. Alors, cette mention était d'autant plus étonnante qu'une fois dans la chambre du roi, elle occulte complètement ce savoir livresque en tant que livresque sous un dispositif d'oralité improvisée. Elle commence à raconter une histoire à la demande de sa sœur, comme si elle ne se doutait de rien. Elle ne cite pas évidemment ses sources, ses livres, ce qui correspond d'ailleurs, par parenthèse, à beaucoup de représentations par eux-mêmes des Arabes qui se considèrent volontiers dans la littérature classique comme les champions de l'improvisation, à l'opposé des Persans qui seraient, vous l'aurez compris, les champions du raisonnement long et nourri de lecture, des performeurs arabes, par opposition aux rats de bibliothèque persans. Là, on est dans des représentations évidemment tout à fait imaginaires. Alors ensuite, pour ce qui concerne sa caractérisation de Scheherazade et les modalités de cette improvisation orale, tout varie selon les versions, bien sûr. Alors dans la version manuscrite qui a été éditée par Mohsin Mahdi et qui a été traduite par Antoine Galland, enfin d'abord elle a été traduite par Antoine Galland et ensuite elle a été établie de façon scientifique par Mohsin Mahdi dans les années 1980, la ruse de Scheherazade prend clairement une signification érotique. En effet, lorsque Scheherazade entre dans la chambre du sultan, qu'est-ce qui nous est dit? C'est le deuxième sous-titre de cette page. Il entra avec elle dans son lit et il folâtra avec elle, mais elle pleura. Il lui dit « Qu'as-tu à pleurer ?» Elle répondit « J'ai une sœur et je veux lui faire mes adieux cette nuit, qu'elle me fasse les siens avant le matin. » Donc vous voyez, on parle de folâtrer, il y a des petites insistances comme ça sur la dimension érotique. Et un peu plus tard, quand vient le moment, l'heure H et le jour J, quand la nuit fut profonde, Dinarzade, la sœur, se tint prête et patienta, jusqu'à ce que le roi ait fait ce qu'il voulait faire avec sa sœur. Donc elle est dans la même chambre. Que tous soient éveillés, elle attendit ça, puis elle tout sauta, et elle dit, évidemment, Scheherazade, si tu ne dors pas, raconte-moi une de ces histoires, etc. Alors, on a comme ça, dans les manuscrits, une insistance dès le récit cadre sur une dimension un peu érotique. Donc vous voyez, l'effet de ça, c'est quand même plutôt de faire sourire, plutôt que de plaindre la pauvre Scheherazade qui est présentée par Antoine Galland plutôt comme une héroïne tragique. Donc le recueil se rattache ainsi, dans cette version en tout cas, au topos de la ruse des femmes, qui est un topos misogyne qui se retrouve dans beaucoup de littérature traditionnelle, et rattache Les Mille et une Nuits à cette littérature moyenne et étonnante, divertissante aussi, dont je parlais tout à l'heure. Alors, plus étonnamment, on peut faire aussi des parallèles, ce qui m'a été suggéré par la récurrence des ouvrages de médecine dans la bibliothèque de Scheherazade. En fait, on voit qu'il y a dans la médecine un recours au récit du même type que ceux qu'utilise Scheherazade, qui est décrit comme dans des prescriptions thérapeutiques. Alors, au XIe siècle, on a par exemple le Taqwim as-Siha de Ibn Butlan, qui nous dit que le compagnon, an-Nadim, c'est-à-dire celui qui divertit les puissants dans les veillées, le compagnon doit être bien informé des genres qui conviennent à son auditeur. Il doit être apte à articuler en partie un récit, à en faire une unité, à l'abréger, à l'étendre. Alors, vous voyez, là, on a l'impression qu'il parle de Scheherazade. Elle aussi, elle a ses récits, elle les connaît, et puis elle est capable de les abréger, de les étendre pour que ça dure plus ou moins longtemps jusqu'au lever du soleil. Il doit avoir la parole charmeuse. Il ne faut pas que son visage change pendant qu'il parle, ni au cours de longues conversations, sa façon de parler. Il doit faire preuve de bonne manière, être capable de se montrer patient au cours des veillées, avoir une bonne connaissance, et là on retrouve sur les mêmes formules typiques stéréotypées qu'on avait pour Scheherazade, de l'histoire, des vies de rois, des anecdotes, des facéties, des poèmes, et des arahagis, qui sont des types particuliers de poèmes, pour combler le roi de plaisir. Alors, sa digestion s'améliore, du roi évidemment, son esprit s'éclaircit, sa pensée se dégage, son caractère se tempère à sa source et à sa racine. Donc c'est vraiment un remède, c'est pas uniquement une plaisanterie. On n'est pas dans le roi mélancolique qui attend d'être diverti par son bouffon, c'est vraiment pris au sérieux par cette entrée dans son Taqwim as-Siha. Alors on voit ici un exemple
de mise en œuvre pratique du savoir contenu dans la bibliothèque, le compagnon de veillée doit avoir une bibliothèque en mémoire et savoir en sortir le propos adéquat, mais pas seulement pour divertir. On voit là une espèce de bibliothèque-pharmacie, en quelque sorte. Notons au passage que cette inexpressivité voulue du Nadim, il ne doit pas modifier sa façon de parler, il ne faut pas que son visage change. C'est étonnant pour nous, on a l'impression que quand on divertit quelqu'un dans une conversation, on a plutôt intérêt à mimer ce qu'on raconte, à être un petit peu réactif. C'est vraiment aussi un art de la mimésis qui n'est pas du tout le même que le nôtre, je pense. Donc, cette inexpressivité, qui peut être étonnante pour nous, explique peut-être pourquoi Sherazade est finalement aussi peu décrite dans sa façon de raconter. C'est d'une part parce qu'elle sert de prétexte à faire des compilations de contes, certes, mais ça pourrait aussi l'expliquer de façon un peu différente. En tout cas, c'est un encadrement idéal pour rassembler des histoires, des poèmes, des anecdotes, pour faire livre, même en marge des normes de la composition classique. Ces normes classiques de l'adab sont de toute façon éloignées d'un modèle du livre littéraire au sens moderne du terme, faute d'institutions littéraires, comme on en a actuellement, de modes de lecture où l'énoncé puisse être autonome. Tout énoncé, pour être dit ou pour être lu dans la culture arabo-musulmane classique, doit justifier son origine ou son autorité. Un compilateur comme un conteur n'est qu'un rapporteur. Et pour ce qui concerne les Mille et une nuits, le modèle de la bibliothèque de Scheherazade pourrait peut-être apporter cette autorité symbolique. Mais on voit que ça ne marche pas très bien parce qu'un lettré comme Ibn al-Nadim ne prend pas tout à fait ça au sérieux. Alors, on aperçoit ici les raisons pour lesquelles Galland a adopté cette œuvre pour la donner à lire à un public se représentant lui-même volontiers sous le signe de gens qui participent volontiers aux conversations au XVIIe siècle, à la toute fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe. Scheherazade vient renouveler le vieux topos des histoires qui chassent la mélancolie, comme je le disais tout à l'heure, ainsi que la mise en scène énonciative de la conversation conteuse, tout autant que du vieux manuscrit donné à lire au public aussi. En quelque sorte, Scheherazade vient donner une version un peu renouvelée du bouffon dans la littérature occidentale. Une littérature beaucoup plus sophistiquée, évidemment. Dans la composition de cette traduction, Antoine Galland utilise lui-même des sources de nature très variées, des manuscrits de différentes natures et de différentes origines, mais aussi des histoires, on le sait, racontées par un voyageur maronite. Je n'entre pas dans ce détail-là. Il ajoute donc aux origines complexes, déjà complexes, des Mille et une nuits, sa propre part d'invention interculturelle qui inclut sans doute des histoires de différentes origines, certes orientales la plupart du temps, mais relevant de régimes discursifs et de périodes différentes. Il ajoute d'ailleurs un pas de plus en faisant passer, en présentant les Mille et une nuits, en tout cas, dans sa correspondance, dans les préfaces, dans différents dispositifs, comme des histoires orales, je cite, dont on s'entretient dans ces pays à la veillée. Donc lui, il fait le pas, il dit que les Mille et une nuits, c'est ça, c'est des histoires orales. Et qu'il soumettrait donc par là même au bon goût des lecteurs français en les adaptant à leur sensibilité. Alors pour terminer, j'ai encore 5 minutes. Je voudrais dire un mot de cette bibliothèque littéraire des contes après la traduction de Galland dans la littérature mondiale, et en particulier européenne. Les Mille et une nuits, à partir de cette traduction, entrent en effet dans un régime littéraire assez différent. L'oralité présentée par Antoine Galland est comparable à celle que Charles Perrault met en scène autour de ses contes ou histoires du temps passé. Et là, on le voit de façon visuelle, cette espèce d'apparentement, puisque dans le manuscrit de 1695, et c'est repris après de façon un peu avec un effet de détente dans certaines versions imprimées, vous voyez, les contes de la Merloise sont représentés comme des histoires. Je vais y arriver. Comme des histoires. Alors, il y a quand même un titre, mais il est sur une porte, il est écrit de façon un peu irrégulière, et il est raconté par une vieille qui a quand même un profil grec, donc c'est pas tout à fait innocent. Mais il est raconté à des enfants et à un adulte qui sont présentés avec des habits tout à fait chics et qui connotent leur classe sociale. Donc on a une espèce, là, par le livre, une espèce de transfusion qui se fait d'une culture populaire immatérielle qui remonterait peut-être aux Grecs jusqu'aux lecteurs de l'époque, y compris les plus jeunes. Alors dans les Mille et une nuits en 1712, dans une édition pirate hollandaise, on a un frontispice comme ça où vous voyez au milieu, qu'est-ce qu'on trouve ? On voit sous un baldaquin tout à fait moderne, Shahriar qui écoute, il a même la main à l'oreille. Scheherazade ils sont dans le même lit, Dinarzade est un peu sur le côté là, et Scheherazade est présentée dans un même costume, un costume du même type que la petite fille qui est là, et la même coiffure, etc. Donc on voit un apparentement aussi qui se fait et un dispositif qui va sans doute se faire écho. Alors j'ai perdu
voilà, ça y est, j'y suis. Il les traduit également comme le faisait, dans un même style en fait, qui ressemble à celui de Perrault, un style que les auteurs de l'époque appellent naturel, qui correspond au sermo humilis des latins, qui exclut, certes, la diversité réelle de la langue des manuscrits. Dans les Mille et une nuits, on a une langue qui est complètement irrégulière. Galland traduit tout ça dans un beau style. Mais en faisant ça aussi, il remet en cause les préjugés de son époque sur les Arabes, qui sont censés être des menteurs, des affabulateurs, plein de métaphores, qui vont dans tous les sens, etc. Donc, d'une certaine façon aussi, il contribue, comme on le disait tout à l'heure dans la déclaration de l'UNESCO, à une sorte de dialogue interculturel. Donc, juger en bien ou en mal, c'est pas mon propos, vous l'aurez compris. Donc, Galland utilise pour cette conversation conteuse des sources livresques diverses, comme Perrault l'avait fait aussi, et donc pour certains de ses contes, comme l'a montré notamment Ute Heidmann. Cette bibliothèque fantôme cachée derrière les contes, en quelque sorte, que Perrault dissimule en la laissant voir. Vous voyez ici quand même, il y en a des signes de littérarité dans cette image notamment. Elle est constituée des sources utilisées par les auteurs ou les traducteurs, donc dans ce genre des contes littéraires, mais aussi cette bibliothèque, elle inclut l'ensemble des œuvres que l'époque rassemble en une sorte de panthéon universel du conte. Dans une situation littéraire, dans cette charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle, où le modèle de la composition écrite est majoritaire, bien qu'encore assez mixte, mais où l'écriture est aussi soupçonnée d'alourdir l'effet esthétique et d'être douteuse moralement parfois, émerge donc une catégorie générique, le conte, où les rapports entre écrit et oral sont complètement fantasmés et qui portent une sorte de morale naturelle. Donc c'est bien pratique. Donc dans cette catégorie, cette bibliothèque du conte se voit inclure, bon gré, mal gré, toute une série de productions d'origine historique et géographique multiples, notamment les Métamorphoses d'Apulée. Je vous ai mis là le prologue, j'aurais voulu commenter, mais ce n'est pas le lieu évidemment. Donc c'est simplement, comme le rappelait William tout à l'heure, considéré comme l'un des premiers romans en latin qui rassemble en fait des histoires merveilleuses, et on va à cette époque-là utiliser cet ancêtre-là, Apulée, comme une espèce d'ancêtre des contes de fées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui facilite ça, à mon avis, c'est que est mis en scène au tout début de Landor, comme pour ce qui concerne le récit 4 des Mille et une nuits, comme pour la frontispice de Perrault, un rapport compliqué entre l'oral et l'écrit qu'on va interpréter et utiliser à cette époque-là comme un signe d'apparentement. On est dans une culture où on remet en cause l'oral et l'écrit, on fantasme un petit peu une oralité originaire, et on se dit, Apulée déjà faisait ça, donc c'est bien le même genre de texte. Or, en fait, ça s'explique par d'autres raisons propres à la culture latine. Quoi qu'il en soit, on peut relever que Galland, au moment où il traduit les Contes des Mille et une nuits, et à la veille d'engendrer une mode qui va, comme le dit Cazotte, piller les manuscrits dans la bibliothèque du roi, fait entrer le livre dans une bibliothèque des contes où sa place n'a pas été disputée jusqu'à nos jours, même si l'étagère a pu varier dans la bibliothèque. Tantôt on a rangé les Mille et une nuits dans les contes pour enfants, tantôt dans les contes érotiques, tantôt dans des contes documentaires sur l'arabe. Bon. Alors, Antoine Galland souligne cette entrée en plaçant ses contes dans un parrainage avec les aventures d'Ulysse. Il met des notes de bas de page dans sa traduction. Il dit « Ah, ça me fait penser à l'Odyssée, etc. » Bon. Aussi, dans ses apparentements, il place ses contes dans un parrainage avec Landor d'Apulée. Il le dit explicitement dans sa correspondance, avec l'histoire véritable de Lucien, ou plus récemment, avec les anciens romans français, voire les contes et les histoires de son temps. Il y a beaucoup d'échos intertextuels, notamment si vous regardez la traduction des propos que tient Scheherazade, ça fait écho à beaucoup de contes et nouvelles héroïques, en particulier de son époque. Il y a des signes comme ça qui sont très manifestes. Ou en remplaçant par exemple des grains de grenade dans l'histoire de Bedreddin Ali par une tarte à la crème. C'est justement la tarte à la crème de l'étude de ces traductions, mais ça vient aussi d'un motif particulièrement apprécié dans la littérature merveilleuse. Alors pour finir, donc, je dirais que cette bibliothèque des contes est une bibliothèque intemporelle, voire anachronique. Chez Galland, chez Scheherazade, par exemple, bien que sa bibliothèque fit partie d'un récit extrait des chroniques des anciens Sassanides, il dit que ces contes, ils viennent de la chronique des anciens Sassanides, c'est les premières lignes de sa traduction. On raconte que Scheherazade, blablabla. Donc, ces chroniques des anciens Sassanides, c'est une dynastie iranienne anté-islamique. Or, dans sa traduction, Scheherazade, elle veut sauver les musulmans et elle nous en explique les coutumes. Donc, vous voyez, l'anachronisme est total. Elle est censée être une histoire racontée bien avant l'islam, or, elle connaît déjà l'islam par anticipation. Bien plus, cet apparentement de conte permet des interpolations. On a ainsi souvent défendu la dignité des Mille et une nuits en vérifiant leur contenu par conformité avec des savoirs de différentes origines. On a cherché Pline, Hérodote, des récits de voyage contemporains pour montrer que les Mille et une nuits, c'est quand même quelque chose de solide. Par ailleurs, on a sauvé encore jusqu'à aujourd'hui une œuvre précisément comme celle d'Apulée de l'oubli,
en l'apparentant aux Mille et une nuits. Donc les Mille et une nuits viennent aussi sauver des œuvres qui, à certains moments, avaient attiré de moins en moins l'attention. On a aussi montré ce même Apulée influencé par les Mille et une nuits. Alors je précise, Apulée, c'est une œuvre du IIe siècle après Jésus-Christ. Notamment, évidemment, ça c'est plutôt des inventions romanesques, notamment Salman Rushdie dit qu'il a connu des métamorphoses et que du coup il a pu connaître les Mille et une nuits et que ça l'aurait inspiré. Alors, vous voyez, cet imaginaire-là montre bien que... il y a d'autres cas aussi. On a le cas d'une œuvre du tout début du XIXe siècle où, dans l'Âne d'or d'Apulée, il y a l'histoire de Psyché. Vous connaissez cette histoire qui a donné les origines de La Belle et la Bête, etc. Dans une œuvre du XIXe siècle, on a remplacé l'histoire de Psyché par l'histoire d'une princesse orientale dont le soulier est enlevé par un oiseau et puis un roi indien qui tombe miraculeusement amoureux d'elle, etc. Donc vous voyez, il y a une contamination totale de tout ce patrimoine. Alors, bibliothèque, donc je disais, intemporelle et voire anachronique, une bibliothèque multimédiale aussi, je passe pas là-dessus, je passe rapidement là-dessus. Un des avatars assez intéressants de ce vampirisme de la bibliothèque du conte, qui semble se diffuser dans tout un pan de la littérature moderne et contaminer des œuvres antérieures. Ça produit des effets complexes. Par exemple, au Yémen, il y a une vieille dame illettrée et isolée qui a été interrogée au début des années 2000 par des ethnologues qui étaient avides des derniers contes oraux des confins de l'Arabie. On est allé chercher dans la mémoire de cette vieille dame. Et elle a raconté une histoire qui s'appelle Petite feuille de Henné, qui est ressemblante pour n'importe quel folkloriste à celle de Cendrillon. Et qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, avant de la raconter, elle a dit, de toute façon, c'est une histoire qui est comme celle de ces histoires en plastique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires en plastique ? C'était les dessins animés. Donc, est-ce qu'il faut voir dans cette anecdote, alors malheureusement le Yémen n'a plus l'occasion de proposer ce genre d'anecdote un peu piquante, puisqu'il est ravagé par les bombes, faut-il voir dans cette scène une universalité du conte de fées venant à la rescousse de pratiques presque mortes ? Faut-il y voir au contraire la victoire d'une culture globalisée ayant vampirisé les bibliothèques tout comme les savoirs traditionnels ? Mais que nous dit, dans le fond, cette soif qui est la nôtre actuellement pour le conte. Ça n'a jamais autant à la mode, les conteurs, qu'à l'heure actuelle, dans une espèce de nostalgie pour une pratique pure, originelle et vive du récit. Alors, cette bibliothèque, je termine vraiment, cette bibliothèque du conte qui est finalement aussi interdiscursive, très intertextuelle, comme l'ont montré les travaux d'Ute Heidmann et de Jean-Michel Adam, et surtout à comprendre comme porteuse d'un type de dialogisme qui n'est pas tant pris dans une dialectique du savant et du populaire ou de l'oral et de l'écrit, comme on le dit souvent, que des types de régimes de croyances, des formes, le conte et le roman s'entre-définissent sans cesse, et de véridicité, de façon de dire les choses. Donc ça forme en fait une bibliothèque, pour conclure, capable pour un traducteur des Mille et une nuits, comme Richard Burton, à la fin du XIXe siècle, de lui donner le sentiment, ses contes, cette bibliothèque du conte donne à Richard Burton, quand il y travaille, quand il traduit ses contes, ça lui donne le sentiment de contempler, au sein du désert, l'émergence d'étoiles nouvelles. Et j'ai trouvé la façon de me lier à ce séminaire. Merci Burton. Donc vous voyez dans son texte, la traduction vous le donne là. Donc, quand il est en train de traduire, il décrit son expérience de traducteur. De mon environnement ennuyeux, banal et respectable, les djinns m'emportaient aussitôt vers mon pays de prédilection, l'Arabie. Région si familière à mon esprit que dès le premier regard, elle me semble apporter la réminiscence d'une vie métempsychique révolue, d'un passé lointain. De nouveau, je me tenais sous les ciels diaphanes, dans un air d'une pureté éthérée, qui, chaque fois qu'on le respire, réjouit l'humeur des hommes, comme du vin pétillant. De nouveau, donc toujours quand il traduit, je voyais l'étoile du soir, accrochée comme un solitaire sur le front pur du firmament occidental. Et le halo qu'elle dégageait transfigurait et transformait, comme par magie, ce décor dont la rudesse m'était familière, en terre de féerie, éclairé d'une lumière qui ne brille jamais sur d'autres sols, d'autres mers. Voilà. Bon, j'ai essayé de me raccrocher. Et je vous remercie. Bravo et merci d'avoir raccroché in extremis. Oui, micro peut-être pour éviter les... ce très bel exposé, très riche, très complet sur les Mille et une nuits avec l'étoile nouvelle. Je te demanderai les références. On m'entend encore, le micro est encore actif. Non, il faudra parler après. Et je te demanderai les références précises tout à l'heure. Et en t'écoutant, je me disais que je me faisais un peu l'effet, en faisant ce cours qui s'interrompt chaque fois à un moment piquant, d'être chez Scheherazade, moi aussi,
Alors, je ne sais pas si je vais être condamné à mort à la fin, mais en tout cas, j'espère vous faire revenir chaque fois. C'est un peu comme le roi de Sherazade. Non, j'ai trouvé ça absolument passionnant parce que tu nous as bien montré la très très grande complexité de ce texte qui traverse un ensemble de cultures et de pratiques de récits. Peut-être issus à l'origine effectivement de contes oraux, mais quand même assez vite ces contes ont quand même été mis, si j'ai bien compris, sous forme écrite dans des cabinets pour les souverains. Puis on a créé une sorte de récit cadre qui permettait de rassembler une sorte de prétexte à faire un rassemblement dans une même dans un même recueil, dans une même unité matérielle, mais en même temps il y avait une grande variabilité. Et apparemment, est-ce que ces contes étaient pratiqués oralement encore à l'époque où Galland les retrouve un manuscrit? Est-ce que ces contes avaient une réalité encore orale à l'époque où Galland trouve un manuscrit qu'il se décide à traduire? Alors, c'est une question que j'avais pensé l'aborder, puis je l'ai éliminée pour pas être trop longue. C'est une question qui est tout à fait passionnante. Alors, la réponse n'est pas si évidente que ça, parce que dans son journal de voyage, par exemple, Galland dit, il ne le dit pas à propos des Mille et Une Nuits, mais il le redira après dans sa correspondance à propos des Mille et Une Nuits, que ce sont des contes oraux dont on s'entretient pendant les veillées. Alors, j'ai regardé un peu, et puis beaucoup d'autres gens aussi ont regardé. En fait, on ne sait pas très bien l'état de la pratique de ce qu'on appelle les conteurs oraux à l'époque, qui peuvent avoir un statut très professionnel, en fait. Alors, ce qui se passait dans les maisons, etc., c'est autre chose. Mais ce qui est un objet intéressant, c'est ces conteurs professionnels qui, selon les pays du monde arabe, pouvaient pratiquer des contes, souvent à l'aide d'un livre comme objet. Et donc on tenait un livre, éventuellement sans savoir lire, le livre des Mille et Une Nuits ou d'autres, et puis on performait comme ça, et ça c'est encore fait dans certains cas, enfin je ne sais pas si à l'heure actuelle c'est encore le cas, mais jusqu'à une date récente, c'était encore fait dans les cafés de Damas, notamment. Or, ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a des attestations assez anciennes du fait que ces conteurs professionnels-là faisait ça avec un autre genre de conte ou de littérature narrative qui s'appelle la sira, c'est-à-dire des histoires un peu épiques qui se réfèrent notamment à des sultans mamelouks ou à ce genre ou des personnages de l'anté-islam, mais plutôt chevaleresques, et que peut-être il racontait des Mille et Une Nuits, mais en tout cas, dès la publication et la mode du conte oriental après la traduction d'Antoine Galland, il y a beaucoup de voyageurs qui sont allés en Orient et qui se sont renseignés sur ça. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des conteurs qui leur ont dit manifestement que les Mille et Une Nuits c'était un peu trop compliqué, que ça n'allait pas bien pour faire ce genre de performance. Ça ne suscitait pas l'enthousiasme comme d'autres, mais quand même dans les Mille et Une Nuits on a de ces récits épiques qui sont quand même inclus parfois, donc c'est pas complètement invraisemblable que les Mille et Une Nuits aient été pris là-dedans. Ces conteurs professionnels n'interviennent pas dans le cadre curial que je présentais tout à l'heure. C'est dans la rue ou bien dans des cafés. Et en revanche, ce qu'on sait, c'est que la mode occidentale du conte oriental a amené beaucoup de voyageurs à demander à des conteurs et à des scribes de produire des manuscrits et d'intégrer ça dans leur performance. Donc on a eu sans doute une espèce de renouveau des Mille et Une Nuits oralisés à partir du XVIIIe et du XIXe siècle. Et ça, on en a des descriptions par des récits de voyageurs. Parce que clairement, les Mille et Une Nuits, avec le récit cadre, ne peuvent pas être en tant que tels, je veux dire, le récit cadre, l'objet d'un conte oral, puisque précisément ça se déroule sur un nombre important de nuits et ça déborde l'espace d'une veillée. Donc le Mille et Une Nuits est un récit de contrat de plusieurs veillées. Donc il y a un caractère très textuel quand même dans le récit cadre lui-même, même si les unités qui le composent, elles, sont peut-être en grande partie d'origine orale et toujours sujette à une sorte de prolifération permanente du récit. Il y a ce fameux, c'est Aladdin, c'est ça, ou c'est Ali Baba, je ne sais plus, qui dans le conte des Mille et Une Nuits, dans la traduction de Galland, ne se trouve pas dans le manuscrit qu'il a utilisé. Les deux, ouais. En fait, c'est assez compliqué. Aladdin, manifestement, il y a quand même des traditions turques un peu antérieures qui rattachaient plus ou moins aux Mille et Une Nuits, mais ça fait partie des grosses discussions et des grosses enquêtes qui sont menées. Là c'est établi. On sait qu'Antoine Galland a utilisé des manuscrits qui étaient apparentés sous le titre des Mille et Une Nuits, mais il en est venu à ça parce qu'on lui a dit qu'une première histoire qu'il avait commencé à traduire, qui est celle de Sinbad, faisait partie des Mille et Une Nuits.
Or, le manuscrit qu'il a eu ne mentionnait pas les 1001 nuits. Donc, il a lui-même, après, refait le trajet inverse, c'est-à-dire il a repris à partir de son manuscrit indépendant de Sinbad, il l'a mis dans les 1001 nuits en le découpant en nuits, en cherchant les moments de suspense, etc. Ça, c'est vraiment assez intéressant. Et par ailleurs, il a utilisé aussi sans doute quelques autres manuscrits de tradition antérieures. Il y a des traditions turques, persanes, de récits comme ça enchâssés, d'histoires d'à peu près du même ordre, qu'il a incorporé aussi dans les 1001 nuits. Et puis, il a surtout utilisé aussi un informateur, en quelque sorte, un maronite, qui était amené par quelqu'un qui s'appelle Paul Lucas en France, depuis le Liban et la Syrie, et à qui il a demandé s'il ne connaissait pas des histoires des 1001 nuits, et il lui a raconté des histoires. Alors, on ne sait pas très bien sous quelle forme, c'est débattu, parce qu'on a les deux journaux de ces deux collaborateurs. On a le journal d'Antoine Galland, puis on a maintenant le journal de Hannah Diab, de cette Alépin, là, qui dit oh, j'ai reparlé encore à ce vieil homme qui me demandait des histoires, et je lui ai ramené des trucs que j'avais écrits, etc. Donc, on ne sait pas très bien si il lui a raconté des choses parce que Antoine Galland l'avait sollicité et puis qu'il a pu raconter des histoires un peu qui lui faisaient penser aux 1001 nuits, ou bien est-ce qu'il connaissait vraiment les 1001 nuits et puis qu'il lui a apporté des histoires qui en faisaient partie, ou bien encore est-ce qu'il a inventé des choses. Ça, c'est assez débattu encore, cette histoire-là. Donc en tout cas, Antoine Galland, dans sa fabrique de la traduction, non seulement il unifie le style et il fait des échos intertextuels à d'autres œuvres, mais en plus, il fait entrer dans les 1001 nuits des contes. Alors, est-ce que c'est exogène ou pas? En fait, on s'en fiche. C'est une tradition qui est multiforme, qui, dès les origines, sans doute, comportait des histoires de différentes natures. Mais en tout cas, au sens le plus strict, il a incorporé dans les 1001 nuits une version de Sinbad qu'il connaissait par ailleurs et qui n'était pas dans son manuscrit. Alors, est-ce qu'on va pas retrouver un jour un manuscrit des 1001 nuits qui comportait déjà l'histoire de Sinbad? C'est pas invraisemblable, puisqu'on lui a dit que ça faisait partie des 1001 nuits. Mais bon, vous voyez, là encore, c'est nos notions à nous d'oralité, d'écriture, d'authenticité, de première version, d'auteur, etc., s'en trouvent problématisées. Et alors, lorsque Antoine Galland traduit ce texte, on est quand même dans un stade de la littérature ou des belles lettres en France où prévaut l'art de la conversation, dont a parlé Marc Fumaroli, par exemple. Et est-ce que ça a joué un rôle soit dans la manière dont Galland s'est intéressé à ce texte, ou dans la manière dont ça a été reçu en France à cette époque-là? Oui, absolument. J'y faisais un petit peu allusion tout à l'heure. Il y a une étude en particulier de Jean-Paul Sermin qui s'intitule de mémoire « Les 1001 nuits entre Orient et Occident », qui étudie ça de près, ce rattachement qu'opère Galland à la conversation conteuse qui est un peu populaire à son époque, enfin, qui est à la mode, pardon, à son époque, pas populaire, dans les salons, etc. Bon, qui a été aussi largement survendu, enfin peu importe. Donc dans sa traduction, il se conforme à cet idéal-là, je pense, et il en fait la promotion quand il dépose par exemple des exemplaires des impressions de ses contes à des dames ou à des lecteurs de distinction. Ils disent voilà, ce sera de quoi vous divertir pendant vos nuits, etc. Puis on a des correspondances assez amusantes où il y a l'abbé Bignon, par exemple, qui est un grand faiseur de fortune à cette époque-là, qui dit qu'il a lu les 1001 nuits dans son on appelle ça, qu'est-ce qui est conduit par un cocher? Le mot m'échappe. C'est pas son carrosse, voilà. J'allais dire cette diligence, mais ça n'a pas de sens. Il a lu à la lumière de la bougie. Donc, vous voyez, on imagine mal ces choses-là. Mais donc, cette mise en scène, en plus d'une jeune femme conteuse qui parvient à prendre le dessus sur une fureur guerrière de son mari, enfin fureur meurtrière de son mari, ça a énormément contribué, en effet, à séduire le public. Et Galland visait un public non pas féminin exclusivement, il était aussi érudit et il a donné à lire à des érudits, etc. Mais on voit que là, on a une institution littéraire qui se façonne comme idéalement sur le modèle d'une féminité largement fictionnelle, mais qui se modèle en effet sur un refus de l'écriture pédante, de la narration pesante, etc., trop sérieuse. Scheherazade est un peu une dame qui reçoit dans sa ruelle. Oui, absolument. Parmi les illustrations, les petits frontispicios qu'on a, on a des choses comme ça qui ressemblent un peu à ça. Ouais. Même s'il y a un côté quand même scabreux dans la mise en scène. Mais Galland le gomme complètement. Il le gomme complètement. Oui. Enfin, il ne le gomme pas, en fait. Il est plus malin que ça. Il dit « La pudeur ne me permet pas de vous dire ce qui s'est passé dans cette chambre ». Ce qui souligne quand même qu'il y a un petit côté croustillant. Donc, il le donne quand même à imaginer. Ça a dû faire quand même beaucoup pour le retentissement de ce texte. On pouvait imaginer les choses. Une dernière question.
Tu as cité, et je trouve ça très très bien, très intéressant, mais pour le mettre à distance, c'est ça qui me paraît intéressant. La fameuse phrase d'Amadou Hampâté-Bâ, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Une phrase qu'il aurait prononcée à la tribune de l'UNESCO ou des Nations Unies dans les années 60. Or, et tu as dit qu'effectivement, c'est un peu un regard très moderne sur les choses. Et il me semble que c'est très intéressant cette remarque que tu faisais, parce que à la fin des Mille et une nuits, si le roi finalement ne met pas à mort Scheherazade, ce n'est pas parce que c'est une bibliothèque, c'est parce qu'il tombe. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause de ça? Parce que la question de voir dans un... On voit bien que ça fait référence à une culture orale, mais une culture orale, comme tu disais, envisagée sur le mode de l'écrit. C'est-à-dire que le vieillard, le conteur africain, par exemple, serait le dépositaire de toute une tradition. Et c'est sans doute en grande partie le cas. Mais ce que tu rappelais, c'est que Scheherazade est le modèle du conteur arabe, tel qu'il se stéréotypise, c'est celui de l'improvisateur. Celui qui tire de son propre fond quelque chose de nouveau et qui ne correspond pas nécessairement à une tradition. Donc c'est plus ici la question de la bibliothèque, mais la question au contraire de la force d'apporter du nouveau à partir d'un fond. Alors je ne sais pas si c'est ça que tu signifiais ou... Oui. Oui, entre autres choses. Ouais, je faisais cette remarque, ça me paraissait effectivement intéressant. Je suis pas encore, je dois bien avouer que je suis pas encore totalement arrivée à la conclusion que je tirerais de tout ça, en fait, de cette utilisation des Mille et une nuits comme ça pour définir ce que c'est que le patrimoine immatériel. Il y a quand même des choses qui sont un peu complexes. Alors, pour répondre à la remarque que tu faisais tout à l'heure sur la fin des Mille et une nuits, c'est toute une histoire aussi, cette fin des Mille et une nuits. J'y faisais un petit peu allusion. Ça a suscité vraiment une fascination parce que dans la plupart des manuscrits, il n'y a pas de fin. Antoine Galland en invente une. Souvent, on va varier, quoi. Soit il finit par être convaincu de la justesse des propos de Scheherazade, qui lui a changé son image des femmes, et puis finalement, il va la sauvegarder. Ou alors, il est tombé amoureux d'elle, sans doute grâce à ça. Mais quand même, Mille et une nuits, ça lui laisse le temps de faire aussi 3 enfants. Et donc, il y a des gens qui vont dire, il la gracie, non pas parce qu'elle est intelligente, non pas parce qu'elle l'a convaincue, mais parce qu'en fait, en douce, elle avait fait un enfant, voire 3. Et que du coup, au bout d'un moment, il peut mettre à mort une concubine, mais il peut pas mettre à mort la femme, la mère de ses enfants, en tout cas avec un peu plus de scrupules. Donc voilà, il y a aussi des... Dans ce que je disais sur la prolifération de récits qu'engendrent les Mille et une nuits, cette fascination, ça a ses conséquences là aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces fins-là, on en trouve aussi dans la littérature arabe classique ou les réécritures modernes ou les nouvelles traductions, les nouvelles éditions des Mille et une nuits. Donc c'est vraiment un dossier aussi qui est intéressant. Mais Evangelia 7 en est beaucoup occupé aussi. Elle a traité un abondant corpus de Mille et deuxième nuits, par exemple. Donc vous pourriez aussi l'interroger si ce sujet vous intéresse. Nous ferons peut-être encore d'autres remarques, d'autres conférences peut-être sur les 1002e nuits. C'est un sujet d'une richesse absolument infinie et que nous avons à peine abordé, mais je crois qu'il permet vraiment de nous faire penser à cette question des bibliothèques et des patrimoines immatériels et des patrimoines de l'oralité, avec tous les guillemets et italiques qu'on peut mettre sur telle formule. Merci encore, Carole. Merci à vous. Merci. Et la semaine prochaine, donc, nous parlerons de Malraux, de sa bibliothèque ou de son musée imaginaire.